Le président Ibrahim Traoré roulait dans les rues animées de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, par un après-midi particulièrement chaud après avoir terminé une visite impromptue dans une école primaire locale où il avait discuté de réformes éducatives avec les enseignants et les administrateurs quand quelque chose attira son attention et lui fit ordonner à son convoi de sécurité de s'arrêter immédiatement. Au bord de la route, affaissé contre un mur usé et fissuré qui avait connu des jours meilleurs, était assis un homme dont l'apparence était si négligée et usée que la plupart des passants ne lui jetaient même pas un regard, le traitant comme s'il n'était qu'un autre élément du mobilier urbain. Mais il y avait quelque chose dans ses traits faciaux qui semblait étrangement familier au président. Les vêtements de l'homme étaient déchirés et tachés de la saleté de la vie de rue. Ses cheveux étaient striés de mèches grises prématurées qui témoignaient de stress et de difficultés, et ses yeux enfoncés portaient le lourd fardeau d'années remplies de déceptions et de luttes. Pourtant, quand Ibrahim regarda plus attentivement au-delà des signes évidents de pauvreté et de négligence, il reconnut le visage de quelqu'un qui avait été très important dans sa vie. C'était Moussa Ouedraogo, son ami d'enfance et ancien camarade de classe, qui avait été l'un des étudiants les plus prometteurs de leur école et était devenu plus tard un directeur respecté d'un lycée à Bobo-Dioulasso, mais qui était maintenant assis devant lui comme un homme brisé, avec rien d'autre qu'une petite tasse en fer blanc, espérant la charité des étrangers. L'esprit d'Ibrahim voyagea immédiatement vers leur jour d'école, quand Moussa avait été le genre d'ami qui partageait ses manuels scolaires, quand Ibrahim ne pouvait pas s'offrir les siens, qui tenait tête aux brutes plus âgés, qui s'en prenaient parfois aux plus petits étudiants, et qui avait constamment encouragé Ibrahim à poursuivre ses rêves, de faire une différence dans leur pays, n'imaginant jamais qu'un jour, Ibrahim deviendrait président, tandis que lui-même finirait dans la misère dans les rues. La transformation était si choquante qu'Ibrahim dut regarder 2 fois pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Mais quand Moussa leva les yeux et que leurs regards se croisèrent, il n'y avait aucun doute sur son identité. Même si le jeune homme vibrant et confiant dont Ibrahim se souvenait avait été remplacé par cette ombre de son ancien moi. Moussa avait vécu ce que beaucoup considéreraient comme une vie de classe moyenne, réussie à Bobo-Dioulasso, où il avait gravi les échelons depuis enseignant ordinaire jusqu'à devenir directeur d'un lycée bien considéré, gagnant le respect des étudiants, des parents et des collègues pour sa dévotion à l'éducation et son approche ferme mais juste de l'administration scolaire. Avec son revenu stable et ses économies prudentes sur de nombreuses années, il avait réussi à construire une maison modeste mais confortable dans un quartier décent, complète avec un petit jardin où il cultivait des légumes et des fleurs. Et c'est dans cette maison qu'il avait amené sa épouse Stella après leur mariage, croyant qu'ils construiraient une vie heureuse ensemble et élèveraient peut-être des enfants qui bénéficieraient de l'environnement familial stable et aimant qu'il était déterminé à fournir. Pendant les premières années de leur mariage, tout semblait se dérouler selon le plan, et Moussa se jeta dans son travail et son mariage avec la même dévotion et l'optimisme qui avaient caractérisé son approche de la vie depuis l'enfance, croyant toujours que le travail acharné, l'honnêteté et traiter les autres avec respect mèneraient finalement au bonheur et au succès. Cependant, au fil du temps, il commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Stella, qui semblait initialement mineur, mais devint graduellement plus préoccupant, alors qu'elle devenait de plus en plus distante et irritable, passant de plus en plus de temps sur son téléphone, et devenant prompte à se disputer au sujet de choses qui ne l'avaient jamais dérangé auparavant. Moussa, étant le genre d'homme qui préférait accorder le bénéfice du doute aux gens et qui avait été élevé à croire que le mariage nécessitait patience et compréhension, attribua initialement ces changements au stress du travail ou peut-être à des problèmes personnels que Stella n'était pas prête à discuter, et il fit des efforts supplémentaires pour être compréhensif et de soutien, lui apportant de petits cadeaux, aidant davantage avec les tâches ménagères et essayant de créer des opportunités pour qu'ils passent du temps de qualité ensemble. Malheureusement, ces efforts bien intentionnés semblaient avoir l'effet opposé, car Stella devint encore plus renfermée et hostile, quittant souvent la maison pendant des heures sans explication et revenant avec des histoires élaborées sur où elle avait été qui ne correspondaient pas tout à fait
quand Moussa y réfléchissait plus tard. La vérité dévastatrice sur ce qui se passait vraiment devint claire un après-midi quand Moussa décida de rentrer tôt de l'école parce qu'il ne se sentait pas bien, espérant se reposer et peut-être passer du temps tranquille avec sa femme. Mais découvrit plutôt Stella dans leur chambre, avec un autre homme, engagé dans des activités intimes qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Le choc était si bouleversant que pendant plusieurs moments, Moussa ne put ni bouger, ni parler, se sentant comme si son monde entier s'était soudainement effondré autour de lui. Et quand il trouva finalement sa voix, tout ce qu'il put gérer fut un cri étranglé d'incrédulité avant de se retourner et de sortir de la maison, ses mains tremblant et son esprit chancelant de la trahison. Plutôt que de montrer des remords ou d'essayer de s'excuser pour son infidélité, Stella le suivit dehors et, avec une froideur qui semblait venir d'une personne complètement différente de la femme qu'il avait épousée, l'informa que leur mariage était fini et qu'il devait partir immédiatement parce qu'elle était amoureuse de l'autre homme et voulait commencer une nouvelle vie avec lui. Quand Moussa, encore sous le choc, souligna que c'était la maison qu'il avait construite avec son propre argent et des années de travail acharné, la réponse de Stella fut de menacer d'une action légale s'il ne se conformait pas à ses demandes, prétendant qu'elle avait contribué financièrement à la construction et avait autant le droit à la propriété que lui. Fidèle à sa parole, Stella entama des procédures légales contre Moussa, présentant ce qui semblait être des documents officiels montrant qu'elle avait fait des contributions financières significatives à l'achat du terrain et à la construction de la maison. Des documents que Moussa savait être frauduleux, mais qui paraissaient insuffisamment convaincants pour tromper quelqu'un qui n'était pas familier avec les circonstances réelles de la construction de la maison. Le système juridique, malheureusement, semblait plus impressionné par la paperasserie de Stella que par le témoignage honnête de Moussa sur comment il avait économisé de l'argent pendant des années, acheté le terrain en son propre nom et supervisé chaque aspect du processus de construction, payant tous les entrepreneurs et fournisseurs avec l'argent de son propre salaire. L'affaire judiciaire traîna pendant des mois, pendant lesquels Moussa fut forcé de continuer à vivre dans la maison avec une épouse qui le traitait maintenant comme un étranger importun, tout en gérant également l'énorme stress émotionnel de regarder son mariage se désintégrer et de faire face à la possibilité de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Les frais juridiques commencèrent rapidement à consumer ses économies, car il fut forcé d'embaucher des avocats et de payer diverses dépenses liées au tribunal, tout en essayant de maintenir ses responsabilités professionnelles comme directeur d'école et de présenter une façade composée à ses collègues et à la communauté scolaire. Quand le juge rendit finalement une décision, elle fut dévastatrice pour Moussa, car le tribunal statua en faveur de la réclamation de Stella et lui ordonna de quitter la maison dans les 30 jours, le laissant non seulement le cœur brisé par la trahison de sa femme, mais aussi essentiellement sans abri et avec ses ressources financières épuisées par la bataille légale. L'humiliation d'être forcé de quitter sa propre maison par un système juridique corrompu fut aggravée par les chuchotements et spéculations des voisins et membres de la communauté, dont beaucoup avaient entendu diverses versions de l'histoire et n'étaient pas sûrs de quoi croire, mais dont les regards curieux et conversations chuchotées rendaient clair que la tragédie privée de Moussa était devenue une affaire d'intérêt public. Comme si perdre sa maison n'était pas suffisamment dévastateur, le stress et la distraction des procédures de divorce, combinés à la tension financière et au bouleversement émotionnel, commencèrent à affecter la performance de Moussa au travail. Et il ne fallut pas longtemps avant que l'administration scolaire commence à questionner s'il était encore capable d'effectuer efficacement ses devoirs comme directeur. Le conseil scolaire, préoccupé de maintenir la réputation de leur institution et inquiet de l'impact des problèmes personnels de Moussa sur l'environnement scolaire, prit finalement la décision de mettre fin à son emploi, citant diverses infractions mineures et problèmes de performance qui auraient pu être négligés dans différentes circonstances, mais fournissait maintenant une excuse pratique pour le retirer de sa position. Sans maison, sans travail, et pratiquement sans argent restant après avoir payé les frais juridiques, Moussa se trouva dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée possible. Forcé de compter sur la charité d'amis et de parents éloignés,
qui était disposé à fournir un abri temporaire, mais qui ne pouvait pas être attendu à le soutenir indéfiniment. L'impact psychologique de ce renversement dramatique de fortune fut énorme, alors que Moussa luttait pour comprendre comment sa vie était passée de la stabilité et du succès relatif à la misère complète en si peu de temps, et il se trouvait à combattre la dépression et l'anxiété tout en essayant de comprendre comment reconstruire sa vie à partir de rien. Les quelques amis qui offrirent initialement de l'aide devinrent graduellement moins disponibles alors que le temps passait et que la situation de Moussa ne s'améliorait pas. Et il commença à comprendre que la plupart des gens, peu importe leurs bonnes intentions, ont une capacité limitée pour gérer les problèmes à long terme de quelqu'un d'autre. Surtout quand ces problèmes semblent n'avoir aucune solution facile. La honte et l'embarras de sa situation rendaient difficile pour lui de demander de l'aide, et la fierté l'empêchait d'accepter certains types d'assistance, menant à une spirale descendante qui le laissa finalement vivant dans les rues, dormant sous les ponts ou dans les entrées, et survivant avec n'importe quelle nourriture qu'il pouvait obtenir par la mendicité ou le travail occasionnel. La routine quotidienne de la vie de rue était dure et dégradante, impliquant de longues heures assis dans des lieux publics, avec une main tendue, espérant que les passants pourraient épargner quelques monnaies ou peut-être un morceau de pain, tout en endurant le mépris, l'indifférence ou la pitié des gens qui avaient été ses égaux ou même ses inférieurs en termes d'éducation et de statut social. L'inconfort physique de dormir dehors, de gérer les extrêmes météorologiques et de maintenir l'hygiène de base sans accès aux installations appropriées était suffisamment difficile. Mais le péage psychologique de se sentir invisible et sans valeur était encore plus difficile à supporter. Alors que Moussa regardait le monde passer autour de lui, tout en se sentant de plus en plus déconnecté de la vie qu'il avait connue. Les mois se transformèrent en années, et l'apparence et le comportement de Moussa changèrent graduellement pour correspondre à ces circonstances, alors que la nutrition appropriée devint un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Que le bain et le toilettage réguliers devinrent impossibles sans accès aux installations appropriées, et que le stress constant et l'incertitude firent leur effet sur sa santé physique et mentale. Le directeur confiant et bien habillé qui commandait autrefois le respect dans les cercles éducatifs fut remplacé par un mendiant aux yeux creux et négligé qui avait appris à se rendre aussi discret que possible pour éviter le harcèlement de la police ou des membres hostiles du public qui voyaient les sans-abri comme une nuisance à enlever plutôt que comme des êtres humains méritant la compassion. Pendant les moments les plus sombres de cette période, Moussa se trouvait souvent à penser au suicide, se demandant s'il pourrait être mieux de mettre fin à sa souffrance, plutôt que de continuer à vivre dans des circonstances si dégradées. Mais quelque chose au plus profond de lui continuait à résister à cet abandon ultime. Peut-être la même force de caractère qui l'avait aidé à réussir dans sa vie antérieure, ou peut-être juste un refus obstiné de donner à Stella et son amant la satisfaction de savoir qu'il l'avait complètement détruit. Ses pensées n'étaient jamais loin de son esprit, alors qu'il était assis jour après jour à l'endroit qu'il avait choisi au bord de la route, regardant le flot incessant de voitures et de piétons passer sans le remarquer, se sentant comme un fantôme hantant les limites d'un monde qui avait continué sans lui. C'était pendant l'un de ces après-midi longs et chauds, quand le soleil tapait impitoyablement sur la rue poussiéreuse et que Moussa luttait pour rester alerte malgré sa faim et son épuisement, qu'un convoi de véhicules noirs s'arrêta à proximité et qu'il remarqua l'un des passagers qui le regardait dans sa direction avec ce qui semblait être de la reconnaissance plutôt que le mélange habituel de pitié et de dégoût auquel il s'était habitué de la part des étrangers. Au début, il pensa que cela pouvait être quelqu'un qui se souvenait de lui de ses jours d'enseignement et qui se préparait peut-être soit à l'aider, soit à l'humilier publiquement en montrant à quel point il était tombé bas. Mais quand l'homme sortit du véhicule de tête et commença à marcher vers lui, Moussa réalisa avec choc que c'était Ibrahim, son ancien ami d'école, qui était apparemment devenu très prospère en effet, à en juger par le cortège officiel et le comportement déférent des personnes qui l'accompagnaient.
Les retrouvailles furent initialement gênantes et émotionnelles, alors que les deux hommes luttaient pour comprendre les différences dramatiques de leurs circonstances et les nombreuses années qui s'étaient écoulées depuis qu'ils s'étaient revus pour la dernière fois. Mais la réaction immédiate d'Ibrahim fut celle d'une préoccupation et d'une compassion véritable plutôt que de jugement ou de supériorité, et en quelques minutes, il avait pris des dispositions pour que Moussa soit emmené à sa résidence, nourri, lavé et soigné médicalement. La transformation de mendiant assis dans la rue à invité dans le palais présidentiel était si surréaliste que Moussa se demanda initialement s'il n'hallucinait pas à cause de la faim ou de l'épuisement dû à la chaleur, mais l'eau chaude du bain, les vêtements propres et l'assiette de délicieuse nourriture le convainquirent progressivement que cet incroyable renversement de fortune était réellement réel. Pendant leur première longue conversation dans le bureau privé d'Ibrahim, Moussa raconta l'histoire complète de sa chute, commençant par la trahison de Stella et l'affaire judiciaire frauduleuse, continuant par la perte de son emploi et de ses économies, et se terminant par les années de sans-abrisme et de désespoir qui l'avaient amené au bord de la route où Ibrahim l'avait trouvé. Ibrahim écouta sans interruption, son expression devenant plus sérieuse et déterminée au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, et quand Moussa finit de parler, il y eut un long moment de silence avant qu'Ibrahim ne parle, sa voix remplie d'une colère silencieuse face aux injustices que son ami avait subies et d'une résolution ferme de faire quelque chose de significatif pour l'aider, plutôt que d'offrir simplement une assistance temporaire ou une charité qui pourrait lui faire du bien, mais ne résoudrait pas vraiment le problème sous-jacent. Ibrahim avait déjà commencé à formuler un plan complet pour donner à Moussa les outils et les ressources nécessaires pour reconstruire sa vie complètement et de façon permanente, comprenant que la vraie amitié signifiait fournir des opportunités pour la dignité et l'autosuffisance, plutôt que de créer une dépendance à long terme. La première étape consistait à s'assurer que Moussa reçoive des soins médicaux appropriés pour traiter les problèmes de santé qui s'étaient développés pendant ces années dans la rue, suivi de l'aide pour retrouver sa force physique et sa clarté mentale grâce à une nutrition appropriée et au repos dans un environnement sûr et confortable. Une fois que les besoins de santé immédiats de Moussa eurent été traités, Ibrahim le surprit en annonçant qu'il avait acheté une petite, mais bien construite maison dans un quartier respectable, avec toute la documentation légale correctement préparée et déposée pour s'assurer que personne ne pourrait jamais contester la propriété de Moussa ou le forcer à quitter sa maison à nouveau. La maison était entièrement meublée et équipée de tout le nécessaire pour un vie confortable, y compris un petit jardin où Moussa pourrait cultiver des légumes ou des fleurs s'il le souhaitait, et Ibrahim fit clairement comprendre que ce n'était pas un prêt ou un arrangement temporaire, mais un cadeau permanent d'un ami à un autre, sans condition et sans attente de remboursement. En plus de fournir un logement sécurisé, Ibrahim avait aussi pris des dispositions pour établir une librairie et un magasin de fournitures scolaires dans un emplacement de choix près de plusieurs établissements éducatifs, comprenant que ce type d'entreprise permettrait à Moussa d'utiliser ses connaissances et son expérience dans l'éducation, tout en fournissant aussi un revenu stable et l'opportunité d'interagir avec des étudiants et des enseignants qui apprécieraient son expertise. Le magasin était entièrement approvisionné avec des manuels scolaires, des cahiers, des stylos, des crayons et toutes les autres fournitures dont les étudiants auraient besoin, et Ibrahim avait arrangé des comptes de crédit avec plusieurs éditeurs et distributeurs pour s'assurer que Moussa serait capable de garder les étagères pleines et d'offrir des prix compétitifs. Pour s'assurer que l'entreprise aurait les meilleures chances possibles de réussir, Ibrahim avait aussi arrangé de couvrir toutes les dépenses d'exploitation pour la première année, y compris le loyer, les services publics, l'assurance et les coûts d'inventaire, donnant à Moussa le temps de construire une clientèle et d'établir la réputation du magasin sans avoir à se soucier de la rentabilité immédiate. Cette réserve financière était conçue pour enlever la pression et l'anxiété qui pourraient autrement interférer avec la capacité de Moussa de se concentrer sur l'apprentissage du commerce de détail et la construction de relations avec les clients, lui permettant d'aborder ce nouveau chapitre de sa vie avec confiance plutôt qu'avec désespoir.
La transformation des circonstances de Moussa fut dramatique et rapide. Mais l'ajustement psychologique prit un peu plus de temps, car il luttait pour accepter que sa série de terribles malchances avait finalement pris fin et qu'il était vraiment en sécurité face aux menaces de sans-abrisme et de faim qui avaient dominé ses pensées pendant si longtemps. Le lit confortable, les repas réguliers, les vêtements propres et le traitement respectueux du personnel d'Ibrahim semblaient tous presque trop beaux pour être vrais. Et pendant les premières semaines, Moussa se retrouvait à se réveiller chaque matin à moitié en s'attendant à découvrir que tout cela avait été un rêve élaboré et qu'il dormait encore dans la rue. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient et que la réalité de sa nouvelle situation se consolidait, Moussa commença à se permettre de croire que sa vie avait vraiment changé pour le mieux, et il se lança dans l'apprentissage du commerce de détail avec la même dévotion et attention aux détails qui avaient fait de lui un éducateur prospère. Il passa des heures à étudier l'inventaire, à apprendre sur différents éditeurs et leurs offres, à comprendre les modèles saisonniers d'achat de fournitures scolaires et à développer des systèmes pour suivre les ventes, les dépenses et les préférences des clients. Quand le magasin ouvrit officiellement, Moussa était nerveux, mais excité par l'opportunité d'interagir à nouveau avec des étudiants et des enseignants, même dans cette capacité différente, et il fut agréablement surpris par la rapidité avec laquelle la nouvelle se répandit au sujet de la nouvelle librairie et de son propriétaire compétent et serviable, qui était toujours disposé à passer du temps à répondre aux questions sur les manuels scolaires, à offrir des conseils d'études, ou simplement à écouter les préoccupations des étudiants au sujet de leurs défis académiques. L'emplacement qu'Ibrahim avait choisi s'avéra parfait, car il était facilement accessible à plusieurs écoles et attirait un flot régulier de clients tout au long de l'année scolaire. Plutôt que de simplement traiter les transactions comme un commis de magasin typique, Moussa se retrouva naturellement à tomber dans un rôle de mentor avec beaucoup de jeunes clients, les aidant à comprendre des concepts difficiles dans leur manuel scolaire, suggérant des stratégies d'études qui pourraient mieux fonctionner pour leur style d'apprentissage, et les encourageant à persister quand ils rencontraient des difficultés académiques. La nouvelle de son expertise et de sa volonté d'aider se répandit rapidement dans la communauté éducative locale, et bientôt les enseignants recommandèrent à leurs étudiants de visiter le magasin de Moussa non seulement pour les fournitures, mais aussi pour le tutorat informel et l'encouragement qu'il fournissait gratuitement. L'entreprise grandit régulièrement alors que plus de gens apprenaient l'existence du magasin et de son propriétaire unique, qui traitait chaque client comme un individu plutôt que juste comme une source de revenus, et qui avait une connaissance encyclopédique des matériaux éducatifs et des méthodes d'enseignement qui faisaient de lui une ressource inestimable pour les étudiants et les enseignants. Les parents commencèrent à amener leurs enfants au magasin spécifiquement pour rencontrer Moussa et bénéficier de ses perspectives sur leur progrès académique, et plusieurs écoles locales commencèrent à acheter leurs fournitures en gros chez lui plutôt qu'auprès des plus grandes compagnies de fournitures éducatives plus impersonnelles qu'elles avaient utilisées précédemment. Alors que sa confiance et sa sécurité financière grandissaient, Moussa commença à penser aux façons dont il pourrait rendre à la communauté qu'il avait accueillie si chaleureusement, et il commença à identifier les étudiants qui semblaient avoir des difficultés financières, leur fournissant discrètement des fournitures gratuites ou à prix réduit et parfois même payant leurs frais de scolarité quand il apprenait que le manque d'argent les empêchait de continuer leur éducation. Ces actes de générosité étaient en fait discrètement, sans fanfare ou attente de reconnaissance. Mais ils devinrent progressivement connus dans toute la communauté et ajoutèrent à sa réputation comme quelqu'un qui se souciait vraiment des jeunes et de leur avenir. Le succès du magasin et le respect qu'il avait regagné dans la communauté firent des merveilles pour l'estime de soi et le sens du but de Moussa. Mais la solitude de sa vie personnelle restait une source de tristesse, car il n'avait pas de famille ou d'amis proches au-delà d'Ibrahim, qui était évidemment très occupé avec ses responsabilités présidentielles et ne pouvait passer qu'un temps limité avec lui. La trahison de Stella avait laissé des cicatrices émotionnelles profondes qui rendèrent difficile pour Moussa de faire confiance aux femmes ou de croire qu'il pourrait à nouveau expérimenter le genre d'amour et de compagnie qu'il avait une fois partagé avec elle, et il s'était essentiellement résigné à vivre comme célibataire pour le reste de sa vie. Cette acceptation résignée de la solitude fut remise en question quand Grace Caboret
entra pour la première fois dans son magasin par un vendredi matin occupé, cherchant des manuels de mathématiques pour ses classes de secondaire, et le frappa immédiatement comme différente des autres clients qu'il traitait habituellement à cause de sa confiance calme, son sourire chaleureux et la façon respectueuse dont elle interagissait avec les étudiants qui faisaient aussi leurs achats dans le magasin à ce moment-là. Elle était clairement une enseignante expérimentée qui comprenait comment se rapporter aux jeunes, mais il y avait aussi quelque chose dans sa manière qui suggérait qu'elle avait fait face à sa propre part de défi et en était sortie avec sagesse et force plutôt qu'avec amertume ou cynisme. Leur première conversation fut purement professionnelle, focalisée sur trouver les bons manuels scolaires et discuter des différentes approches d'enseignement des mathématiques qui étaient représentées par divers éditeurs, mais Musa se retrouva impressionné par les questions réfléchies de Grace et sa dévotion évidente à fournir la meilleure éducation possible à ses étudiants, même quand cela signifiait dépenser son propre argent sur des fournitures que l'école ne pouvait pas se permettre d'acheter. Alors qu'il l'aidait à sélectionner des livres et du matériel, il remarqua qu'elle prêtait une attention attentive à ses suggestions et semblait véritablement intéressée par ses opinions sur la méthodologie éducative, le traitant comme un collègue compétent plutôt que juste comme un commerçant. Au cours des semaines suivantes, Grace devint une cliente régulière, s'arrêtant au magasin non seulement quand elle avait besoin de fournitures, mais aussi pour discuter des défis qu'elle affrontait en classe, demander des conseils pour aider les étudiants avec des difficultés particulières, ou simplement bavarder sur les tendances et politiques éducatives qui affectèrent les enseignants dans tout le pays. Ces conversations devinrent progressivement plus personnelles alors qu'ils découvraient des expériences et valeurs partagées. Et Musa apprit que Grace était une veuve qui avait perdu son mari plusieurs années plus tôt et élevait sa fille adolescente Rachel comme mère célibataire, tout en maintenant une carrière d'enseignante à temps plein. Les parallèles entre leurs situations, tous deux avaient été connus des pertes importantes et des déceptions. Tous deux avaient trouvé des moyens de reconstruire leur vie et de se concentrer sur l'aide aux autres. Et tous deux comprenaient les défis de recommencer à zéro quand des circonstances indépendantes de leur volonté avaient perturbé leur projet, créèrent un lien naturel entre eux qui se renforça à chaque conversation. Grace avait entendu des rumeurs sur le passé de Musa et les changements dramatiques de sa situation, mais elle ne posait jamais de questions indiscrètes ou ne le traitait avec le genre de pitié ou de curiosité qu'il avait appris à attendre des gens qui connaissaient son histoire, préférant se rapporter à lui en tant que personne qu'il était maintenant, plutôt que de se concentrer sur ce qui lui était arrivé dans le passé. Alors que leur amitié se développait, Grace commença à apporter le déjeuner à partager avec lui les jours où le magasin était particulièrement occupé et où il ne pouvait pas partir chercher de la nourriture. Et ces repas partagés devinrent une occasion de conversation plus profonde sur leurs espoirs, rêves, peurs et expériences, qui révélèrent progressivement la profondeur de leur compatibilité et respect mutuel. Musa se surprit à attendre les visites de Grace avec une impatience qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, et il commença à réaliser que ses sentiments pour elle évoluaient au-delà de la simple amitié vers quelque chose qui pourrait éventuellement devenir de l'amour s'il pouvait surmonter sa peur d'être à nouveau blessé. La fille adolescente de Grace, Rachel, accompagnait initialement sa mère au magasin occasionnellement, et Musa fut impressionné par l'intelligence, la politesse et l'affection évidente de la jeune femme pour sa mère, reconnaissant dans leur relation le genre de lien proche et solidaire qui se développe entre les membres d'une famille qui ont affronté l'adversité ensemble et en sont sortis plus forts. Rachel était initialement quelque peu timide avec Musa, mais en observant sa gentillesse envers sa mère et sa volonté patiente d'aider les étudiants qui visitèrent le magasin, elle commença à se réchauffer avec lui et finit par lui demander des conseils sur ses propres défis académiques et aspirations professionnelles. La relation grandissante entre Musa, Grace et Rachel semblait naturelle et confortable plutôt que forcée ou gênante, et tous les trois commencèrent à sentir qu'ils pourraient former le genre d'unité familiale qui pourrait fournir amour, soutien et stabilité pour chacun d'eux, d'une manière qu'aucun d'eux n'avait expérimenté depuis longtemps. Musa faisait attention à ne pas précipiter les choses ou mettre de la pression sur Grace pour qu'elle définisse leur relation avant qu'elle ne soit prête. Comprenant que tous deux avaient besoin de temps pour être sûrs de leurs sentiments,
et pour faire confiance au fait que ce qu'ils construisaient ensemble serait durable et significatif, plutôt qu'un simple réconfort temporaire. Quand Moussa trouva finalement le courage de demander Grace en mariage, il choisit un moment tranquille, dans le petit jardin derrière sa maison, lui présentant une bague simple mais belle qu'il avait sélectionnée soigneusement après avoir consulté le bijoutier local sur ce qui conviendrait à une femme du goût et du style de Grace. Sa demande était sincère mais sans prétention, reconnaissant les défis qu'ils avaient tous deux affrontés dans le passé, tout en exprimant son espoir qu'ils puissent construire un avenir ensemble, basé sur l'amour mutuel, le respect et l'engagement de se soutenir mutuellement à travers toutes les difficultés que la vie pourrait apporter. L'acceptation de Grace fut immédiate et joyeuse, et elle lui dit plus tard qu'elle avait espéré ce moment pendant des semaines, mais n'avait pas voulu supposer que ses sentiments correspondaient aux siens, ayant appris de sa propre expérience qu'il valait mieux être patient et laisser les relations se développer naturellement plutôt que d'essayer de les forcer à évoluer plus vite que ce qui était confortable pour les deux parties. La réaction de Rachel à la nouvelle de leur fiançailles fut enthousiaste et solidaire, car elle en était venue à voir Moussa comme une influence positive dans la vie de sa mère et la sienne. Et elle était excitée par la perspective d'avoir un beau-père qui serait un mentor et un modèle, ainsi qu'un membre aimant de la famille. La cérémonie de mariage fut petite et intime, tenue dans le jardin de la résidence d'Ibrahim avec seulement des amis proches, quelques collègues de l'école de Grace et certains des clients réguliers du magasin de Moussa en présence. Mais la joie et l'amour évident dans la célébration la rendirent beaucoup plus significative que beaucoup de mariages plus grands et plus élaborés, qui se concentrent plus sur le spectacle que sur l'engagement réel pris entre deux personnes qui ont choisi de construire une vie ensemble. Le président Ibrahim servit de témoin à Moussa et donna un discours touchant sur l'amitié, la loyauté et le pouvoir des secondes chances, tandis que Rachel servit de demoiselle d'honneur à sa mère et exprima son bonheur de gagner non seulement un beau-père, mais aussi un vrai ami et mentor. Les premiers mois de vie conjugale furent une période d'ajustement et de découverte, alors que Moussa, Grace et Rachel apprirent à fonctionner comme une unité familiale, établissant de nouvelles routines, traditions et façons de se soutenir mutuellement qui honoraient à la fois les identités individuelles qu'ils avaient développées pendant leurs années séparées et l'identité collective qu'ils créaient ensemble. L'emploi du temps d'enseignement de Grace et les activités scolaires de Rachel devaient être coordonnés avec les heures d'ouverture du magasin de Moussa, et ils devaient déterminer comment équilibrer leurs responsabilités professionnelles avec leur désir de passer du temps de qualité ensemble en famille. L'un des aspects les plus gratifiants de ce nouveau chapitre de la vie de Moussa fut l'opportunité de servir de modèle masculin positif pour Rachel, qui avait grandi sans figure paternelle et naviguait maintenant les défis de l'adolescence avec le bénéfice de ses conseils et soutien en plus de la sagesse et de l'amour de sa mère. Moussa prenait cette responsabilité au sérieux, prenant le temps pour des conversations régulières avec Rachel sur ses progrès académiques, ses relations sociales, ses projets futurs et toute préoccupation ou question qu'elle pourrait avoir sur grandir dans un monde de plus en plus complexe. Alors que leur famille s'installait dans des routines confortables et que leur bonheur devenait évident pour tous ceux qui les connaissaient, Moussa commença à penser aux façons dont il pourrait utiliser sa propre expérience de surmonter l'adversité pour aider d'autres hommes qui pourraient faire face à des défis similaires, comprenant que son histoire de récupération et de rédemption pourrait servir d'inspiration et de guide pratique pour les personnes qui luttaient avec leurs propres crises de perte, trahison, difficultés financières ou rejet social. L'idée de commencer une sorte de fondation ou de programme de soutien était dans son esprit depuis des mois. Mais ce ne fut que lorsqu'il rencontra plusieurs hommes sans abri dans la zone autour de son magasin qu'il commença à développer des plans concrets pour transformer cette idée en réalité. Travaillant avec l'assistance et les conseils d'Ibrahim, Moussa établit la Fondation Moussa comme une organisation à but non lucratif, dédiée à aider les hommes qui avaient tout perdu à reconstruire leur vie à travers une combinaison d'hébergement temporaire, formation professionnelle, assistance au développement de petites entreprises
et soutien émotionnel conçus pour aborder à la fois les aspects pratiques et psychologiques de la récupération après des revers de vie majeurs. Le premier projet de la Fondation fut un centre d'hébergement modeste qui pouvait loger jusqu'à 20 hommes, pendant qu'ils participaient à des programmes conçus pour les aider à développer des compétences professionnelles, trouver un emploi ou commencer de petites entreprises qui leur fourniraient des revenus durables et un sens du but et de la dignité. Plutôt que de simplement fournir de la charité ou un soulagement temporaire, l'approche de la Fondation mettait l'accent sur l'autonomisation et l'autosuffisance, exigeant des participants qu'ils s'engagent activement dans des programmes éducatifs, formation professionnelle ou activités de développement d'entreprise, tout en contribuant également à l'exploitation et à la maintenance de l'installation, à travers diverses assignations de travail qui les aidaient à maintenir structure et discipline dans leur vie quotidienne. Moussa s'appuya sur son expérience en éducation pour développer des curricula qui abordaient non seulement des compétences pratiques comme l'alphabétisation de base, la numératie et les techniques de recherche d'emploi, mais aussi des sujets de développement personnel comme la fixation d'objectifs, la résolution de conflits, la gestion financière et la construction de relations saines. Les programmes de la Fondation furent conçus pour être complets et individualisés, reconnaissant que chaque participant aurait différentes forces, défis et objectifs qui nécessiteraient des approches personnalisées pour être plus efficaces. Et Moussa s'assura que le personnel incluait des conseillers, des spécialistes de placement professionnel et des conseillers d'affaires qui pouvaient fournir des conseils experts dans leurs domaines respectifs, tout en travaillant ensemble pour créer des programmes cohérents et solidaires qui abordaient les besoins de chaque personne de manière holistique plutôt que de fragmenter leur assistance à travers plusieurs services non coordonnés. La nouvelle du travail de la Fondation se répandit rapidement à travers les canaux officiels et les réseaux informels qui connectèrent les personnes qui vivaient l'itinérance, le chômage et d'autres formes de marginalisation sociale et économique, et bientôt il y eut une liste d'attente d'hommes qui voulaient participer au programme, amenant Moussa à commencer à planifier l'expansion de l'installation et le développement de services supplémentaires qui pourraient servir encore plus de personnes ayant besoin d'assistance. Les histoires de succès qui commencèrent à émerger du travail de la Fondation furent gratifiantes et inspirantes, alors que des hommes qui étaient entrés dans le programme brisés, désespérés et convaincus que leur vie était essentiellement terminée, regagnèrent progressivement leur confiance, développèrent de nouvelles compétences, trouvèrent un travail significatif ou commencèrent de petites entreprises et rétablirent des connexions avec des membres de la famille ou créèrent de nouveaux réseaux sociaux qui fournissaient un soutien et une amitié continue. Certains devinrent mécaniciens, d'autres ouvrirent de petits magasins, des stands de coiffure ou des stands de nourriture, et plusieurs allèrent même jusqu'à commencer leur propre petite fondation ou programme de services communautaires qui étendirent l'impact du travail de Moussa dans de nouveaux domaines et populations. L'un des aspects les plus gratifiants de ce travail pour Moussa fut l'opportunité de partager sa propre histoire avec des hommes qui vivaient le même genre de désespoir et de désespoir qu'il avait une fois consumé, les aidant à comprendre que leurs circonstances actuelles, peu importe à quel point elles pouvaient sembler désespérées, n'avaient pas à définir leur avenir s'ils étaient disposés à accepter de l'aide, travailler dur et maintenir l'espoir même quand les progrès semblaient lents ou incertains. Sa crédibilité avec les participants du programme fut renforcée par le fait qu'il avait littéralement marché dans leurs chaussures et pouvait parler d'expériences personnelles, à la fois des défis du fond du trou et des possibilités qui pouvaient émerger du refus d'abandonner sur soi-même. Le travail de la Fondation attira l'attention d'officiels gouvernementaux, d'autres organisations à but non lucratif et d'agences de développement international qui étaient intéressées à apprendre et potentiellement répliquer le modèle que Moussa avait développé et se trouva de plus en plus appelé à parler lors de conférences, ateliers et réunions politiques sur des approches efficaces pour aborder l'itinérance, le chômage et l'exclusion sociale parmi les hommes qui avaient vécu des revers de vie majeurs. Ces opportunités de prise de parole lui permirent de plaider pour des changements politiques et un financement accru pour des programmes qui abordaient les causes profondes de ces problèmes plutôt que seulement leurs symptômes, tout en sensibilisant également sur le potentiel qui existait en chaque personne, indépendamment de leurs circonstances actuelles. Lors d'une conférence nationale particulièrement importante sur le développement de la jeunesse et la politique sociale, le président Ibrahim présenta Moussa comme orateur principal.
Décrivant le voyage de son ami de l'itinérance à la propriété d'entreprises prospères et au leadership communautaire comme un exemple du genre de transformation qui était possible quand les gens recevaient de véritables opportunités de reconstruire leur vie plutôt que seulement de la charité temporaire qui maintenait leur dépendance sans aborder les questions sous-jacentes. Le discours de Musa aux centaines de jeunes, éducateurs, officiels gouvernementaux et leaders d'organisations à but non lucratif dans l'audience fut à la fois personnel et politique, combinant sa propre histoire avec des observations plus larges sur la justice sociale, l'opportunité économique et l'importance de créer des systèmes qui soutenaient le potentiel des gens plutôt que de les radier basés sur leurs circonstances actuelles. La réponse à sa présentation fut massivement positive, avec beaucoup de personnes l'approchant par la suite pour poser des questions, partager leurs propres expériences ou discuter de collaborations potentielles qui pourraient étendre la portée et l'impact du travail de la Fondation. Et plusieurs officiels gouvernementaux exprimèrent leur intérêt à travailler avec lui pour développer des recommandations politiques qui pourraient améliorer les services pour les populations vulnérables à travers le pays. Ces conversations menèrent à sa nomination à plusieurs comités consultatifs gouvernementaux et conseils d'organisations à but non lucratif qui travaillaient sur les questions liées à la pauvreté, au chômage, à l'éducation et au développement communautaire, lui donnant une plateforme pour influencer la politique et la pratique au niveau national tout en continuant son travail de service direct au niveau local. Alors que le profil public de Musa grandissait et que son expertise devenait plus largement reconnue, il prit soin de maintenir son attention sur le travail pratique d'aider les individus à reconstruire leur vie. Comprenant que la vraie mesure de son succès n'était pas le nombre d'invitations à prendre la parole qu'il recevait ou la reconnaissance qu'il obtenait de personnes influentes, mais plutôt le nombre d'hommes qui passaient par les programmes de la Fondation et continuaient à créer des vies stables, productives et épanouissantes pour eux-mêmes et leurs familles. Cet engagement à rester ancré dans le travail réel de service l'aida à éviter le piège de devenir si concentré sur la publicité et les politiques qu'il perdrait le contact avec les réalités quotidiennes auxquelles faisaient face les personnes qu'il essayait d'aider. Un soir, alors que Musa était assis dans son jardin avec Grace et Rachel, réfléchissant à la façon dont sa vie avait dramatiquement changé depuis le jour où Ibrahim l'avait trouvé dans la rue, il reçut un appel téléphonique qui testerait sa croissance émotionnelle et son engagement envers le pardon de manière qu'il n'avait pas anticipée. L'appelante était Stella, son ex-épouse, qui avait d'une manière ou d'une autre obtenu son numéro et demandait si elle pouvait le rencontrer pour discuter de quelque chose d'important. Sa voix sonne entendue et désespérée d'une manière qui lui rappelait ses propres moments les plus sombres pendant ces années de sans-abrisme et de désespoir. Contre les conseils bienveillants de Grace que rencontrer Stella pourrait rouvrir de vieilles blessures et créer des complications inutiles dans sa vie, Musa accepta de la voir, en partie par curiosité de savoir ce qui avait pu la motiver à le contacter après tant d'années. Mais surtout parce qu'il voulait tester s'il avait vraiment pardonné et s'était élevé au-delà de la colère et de la douleur qu'il avait autrefois consumé chaque fois qu'il pensait à sa trahison et à ses conséquences. La rencontre fut organisée pour avoir lieu dans un endroit neutre, un petit café près de son magasin, et Musa arriva tôt pour se donner le temps de se préparer émotionnellement à ce qu'il s'attendait à être une conversation difficile. Quand Stella entra dans le café, Musa fut choqué de voir combien elle avait vieilli et à quel point elle semblait différente de la femme confiante et élégamment habillée qu'il avait autrefois rejetée si froidement, car ses vêtements étaient usés et mal ajustés, ses cheveux étaient striés de gris et mal entretenus, et son visage montrait les rides et l'affaissement qui viennent d'années de stress, de déception, et ce qui semblait être une mauvaise nutrition et un manque de soins médicaux appropriés. Elle s'approcha de sa table avec hésitation, comme si elle n'était pas ce qu'il serait réellement disposé à lui parler, et quand elle s'assit en face de lui, ses premiers mots furent des excuses chuchotées qui semblaient porter le poids d'années de regrets et de souffrance. L'histoire qu'elle raconta était à la fois prévisible et tragique, car l'homme pour qui elle avait quitté Musa s'était effectivement révélé peu fiable et exploiteur, l'isolant graduellement de ses amis et des membres de sa famille tout en la convainquant de lui remettre ses ressources financières pour divers plans d'investissement et opportunités commerciales qui ne se matérialisèrent jamais, la laissant de plus en plus dépendante de lui économiquement et émotionnellement, même si son traitement envers elle devenait plus contrôlant et abusif. Quand il l'abandonna finalement pour une femme plus jeune, il avait déjà vidé ses comptes en banque, vendu la maison qui avait autrefois appartenu à Musa et l'avait laissée avec des dettes qu'elle n'avait aucun moyen de rembourser, la rendant effectivement sans abri et démunie de la même manière que ses propres troubles juridiques et financiers avaient autrefois laissé Musa dans la rue. Alors que Stella décrivait les années de manipulation, d'abus et de perte graduelle de tout ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis, Musa se retrouva à ressentir non pas de la satisfaction ou de la vindication, mais plutôt une profonde tristesse pour le gâchis et la souffrance que ses choix avaient créé, à la fois pour elle-même et pour les personnes dont les vies avaient été endommagées par son égoïsme et sa malhonnêteté.
Il pouvait voir qu'elle regrettait sincèrement la douleur qu'elle lui avait causée et que ces circonstances actuelles lui avaient enseigné de dures leçons sur les conséquences de trahir les personnes qu'il aimait et de prendre des décisions basées sur la gratification immédiate plutôt que sur les valeurs et engagements à long terme. Cependant, quand Stella trouva finalement le courage de demander s'il pourrait y avoir une possibilité de réconciliation entre eux, ou au moins s'il serait disposé à lui fournir une assistance temporaire pendant qu'elle essayait de se remettre sur pied, la réponse de Musa fut à la fois compatissante et ferme, reconnaissant sa souffrance et exprimant un pardon sincère pour les torts qu'elle lui avait faits, tout en précisant clairement qu'il avait continué sa vie de manière qui excluait toute possibilité de reprendre leur relation ou de prendre la responsabilité de résoudre ses problèmes actuels. Il expliqua qu'il était maintenant heureusement marié à une femme merveilleuse, qu'il avait une belle-fille qu'il aimait tendrement, et qu'il avait construit une nouvelle vie basée sur des valeurs et priorités différentes qui lui avaient apporté la paix, un but et un épanouissement sincère de manière que sa vie précédente, même pendant ses meilleurs moments, n'avait jamais atteint. Bien qu'il ne nourrisse aucune rancœur envers Stella et espère sincèrement qu'elle trouverait des moyens de reconstruire sa propre vie, il n'était pas disposé à mettre en péril le bonheur et la stabilité qu'il avait travaillé si dur à créer en lui permettant de revenir dans son monde, comprenant que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient jamais être reconstruits peu importe combien de regrets ou de souffrances pourraient suivre dans leur sillage. Avant de terminer leur conversation, Musa fournit effectivement à Stella des informations sur les services sociaux et organisations caritatives qui pourraient être capables de l'aider à trouver un logement temporaire et une assistance pour les besoins de base, et il lui donna les coordonnées de sa fondation, suggérant que bien qu'il ne puisse personnellement pas être impliqué dans l'aider, les programmes qu'il avait établis pourraient être capables de fournir une partie du soutien aidé. Conseil dont elle avait besoin pour commencer à reconstruire sa vie sur une fondation plus solide que la tromperie et l'égoïsme qui avaient caractérisé ses choix précédents. Alors qu'il regardait Stella quitter le café, marchant lentement dans la rue avec sa seule valise et la même posture défaite dont il se souvenait de ses propres jours les plus sombres, Musa ressentit un mélange complexe d'émotions qui incluait de la tristesse pour sa souffrance, de la gratitude pour son propre établissement, et une profonde appréciation pour les personnes qui l'avaient aidé à reconstruire sa vie de manière basée sur l'honnêteté, le travail acharné, et un soin sincère pour les autres plutôt que la manipulation et l'exploitation. La rencontre avait servi de rappel puissant de chemin parcouru depuis ses propres jours de désespoir, mais elle avait aussi renforcé sa compréhension que la vraie guérison et croissance nécessitaient non seulement de survivre aux circonstances difficiles, mais d'en apprendre de manière qui faisait de lui une personne meilleure, plus sage, plus compatissante. Ce soir-là, alors qu'il partageait les détails de sa rencontre avec Stella, avec Grace et Rachel pendant le dîner, Musa fut frappé par la façon dont naturellement et facilement il était capable de discuter de ce qui aurait pu être une expérience très douloureuse et perturbatrice. Et comment la réponse soutenante de sa famille l'aida à traiter ses sentiments sans être dépassé par eux ou leur permettre d'éclipser le bonheur et le contentement qui étaient devenus les thèmes dominants de sa vie quotidienne. La sagesse de Grace et les perspectives matures de Rachel lui rappelèrent une fois de plus combien il était fortuné d'avoir trouvé des personnes qui l'aimaient non pas à cause de ce qu'il pouvait leur fournir, mais à cause de qui il était en tant que personne et comment il les traitait ainsi que les autres avec respect, gentillesse et affection sincère. Les années qui suivirent cette rencontre avec Stella furent marquées par une croissance et un succès continu dans tous les domaines de la vie de Musa, car sa librairie devint de plus en plus profitable et s'établit comme une ressource communautaire importante. Sa fondation étendit ses programmes et installations pour servir plus de personnes dans le besoin. Et sa vie familiale avec Grace et Rachel s'approfondit dans le genre de relations stables et aimantes qui fournissaient une fondation pour toutes ses autres activités et réalisations. Rachel obtint son diplôme d'école secondaire avec d'excellentes notes et continua à l'université pour étudier l'éducation, inspirée à la fois par l'exemple de son beau-père et la carrière de sa mère à poursuivre une profession qui lui permettrait d'aider les jeunes gens à atteindre leur potentiel, malgré les obstacles qu'ils pourraient affronter. Le succès de la fondation Musa attira l'attention d'organisations de développement international et de fondations philanthropiques qui étaient intéressées à soutenir des approches innovantes pour aborder la pauvreté et l'exclusion sociale, menant à des subventions et partenariats qui permirent à l'organisation d'étendre ses services et de développer de nouveaux programmes qui abordaient des questions connexes telles que la violence domestique, l'abus de substances et les défis de santé mentale, qui contribuaient souvent ou résultaient des sortes de crises de vie qui amenaient les gens à la fondation pour de l'aide. Ces services étant d'une nécessité du personnel et des bénévoles supplémentaires, beaucoup d'entre eux étant des diplômés des programmes originaux de la Fondation qui voulaient rendre l'appareil en aidant d'autres hommes qui faisaient face à des défis similaires. Alors que la réputation de la Fondation grandit et que son impact devint plus largement reconnu, Musa se retrouva de plus en plus demandé comme orateur et consultant, voyageant vers d'autres pays pour partager ses expériences et perspectives avec des officiels gouvernementaux, des leaders d'organisations à but non lucratif,
et des organisateurs communautaires qui travaillaient à développer leurs propres programmes pour aider les populations marginalisées à reconstruire leur vie. Ces expériences internationales élargirent sa perspective sur la nature globale de la pauvreté et de l'exclusion sociale tout en confirmant aussi sa croyance que les besoins humains fondamentaux de dignité, d'opportunité et de vraies communautés étaient universels, peu importe les différences culturelles ou économiques entre différentes sociétés. Une opportunité particulièrement significative vint quand il fut invité à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies pendant une session spéciale sur le développement durable et la réduction de la pauvreté, où il parla de l'importance de créer des programmes qui abordaient non seulement les besoins matériels immédiats des personnes en crise, mais aussi leurs besoins d'espoir, de but et de l'opportunité de contribuer de manière significative à leur communauté plutôt que d'être simplement des récipiendaires passifs de charité ou d'assistance gouvernementale. Son discours soulignait que chaque personne, peu importe ses circonstances actuelles, possédait une dignité et un potentiel inhérent qui pouvaient être développés si elle recevait le soutien, les conseils et les opportunités appropriées pour reconstruire sa vie sur des fondations solides. La réponse à sa présentation à l'ONU fut écrasante, avec des représentants de dizaines de pays exprimant leur intérêt pour en apprendre davantage sur l'approche de la Fondation et potentiellement adapter ses méthodes à leur propre contexte et défis, et plusieurs organisations internationales offrirent un financement et une assistance technique pour aider à reproduire le programme dans d'autres endroits où des besoins similaires existaient. Bien que Musa fût honoré par cette reconnaissance et enthousiasmé par la possibilité d'étendre l'impact de la Fondation, il prit également soin de s'assurer que tout effort d'expansion maintiendrait l'approche personnelle basée sur les relations, qu'il croyait essentielle à l'efficacité du programme, plutôt que de devenir si large et bureaucratique qu'il perdrait la touche humaine qui faisait la différence entre une simple prestation de service et une transformation véritable. Alors que son 60e anniversaire approchait, Musa prit le temps de réfléchir au parcours remarquable qui l'avait amené des profondeurs du désespoir et de l'itinérance à une vie remplie de sens, d'amour et de la satisfaction de savoir que ses expériences, tant positives que négatives, avaient été utilisées pour aider d'autres à éviter certains des pièges qu'il avait rencontrés tout en leur fournissant également des exemples de la façon dont il était possible de se remettre même des revers les plus dévastateurs. Le contraste entre sa situation actuelle et la période sombre, où il avait sérieusement envisagé le suicide, était si dramatique qu'il lui semblait parfois se souvenir de la vie de quelqu'un d'autre plutôt que de ses propres expériences. Mais les leçons qu'il avait apprises pendant ces années difficiles continuaient d'informer son approche tant des relations personnelles que de son travail professionnel. La célébration de son anniversaire devint l'occasion pour la communauté élargie de reconnaître non seulement ses réalisations personnelles, mais aussi l'impact positif que sa fondation et ses autres activités avaient eu sur d'innombrables individus et familles dans toute la région, et l'événement attira des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des éducateurs, des figures religieuses et beaucoup des hommes dont les vies avaient été changées par leur participation au programme. De la fondation, le président Ibrahim, malgré son emploi du temps chargé, prit le temps d'assister à la célébration et prononça un discours qui soulignait les qualités de loyauté, de persévérance et de compassion qui avaient caractérisé leur amitié depuis l'enfance et qui continuaient de guider l'approche de Musa envers toutes ses relations et responsabilités. Dans ses propres remarques lors de la célébration d'anniversaire, Musa parla de l'importance de ne jamais abandonner l'espoir, même dans les circonstances les plus sombres, et du pouvoir de l'amitié, de la communauté et du soutien mutuel pour aider les gens à surmonter des obstacles qui pourraient sembler impossibles à surmonter quand on les affronte seul, tout en reconnaissant également que sa propre récupération et son succès subséquent n'avaient été possibles que grâce aux nombreuses personnes qui avaient cru en lui, l'avaient soutenu et lui avaient fourni des opportunités de reconstruire sa vie de manière qui honorait tant ses expériences passées que son potentiel futur. Il souligna que bien que la détermination individuelle et le travail acharné soient des ingrédients essentiels dans toute transformation personnelle, ils n'étaient pas suffisants par eux-mêmes, et que créer des communautés où les gens pouvaient trouver l'aide dont ils avaient besoin nécessitait un effort collectif et un engagement partagé à traiter chaque personne avec dignité et respect indépendamment de sa situation actuelle. Alors que la soirée progressait et que les invités partageaient leurs propres histoires sur la façon dont l'exemple, l'assistance ou les programmes de Musa avaient influencé leur vie, il devint clair que son impact s'étendait bien au-delà des services formels fournis par sa fondation, englobant les innombrables conversations informelles, actes d'encouragement, exemples d'intégrité qui avaient inspiré d'autres à poursuivre leurs propres objectifs plus obstinément, traiter leurs familiers, communautés plus responsablement et aborder leurs défis avec une plus grande confiance en leur capacité à créer un changement positif dans leur propre vie et les vies des autres autour d'eux.
Le succès de la célébration d'anniversaire mena à des discussions sur l'établissement d'un événement annuel de reconnaissance communautaire qui honorait non seulement les contributions de Musa, mais aussi les réalisations d'autres personnes locales qui avaient surmonté des défis significatifs ou fait d'importantes contributions à l'amélioration des conditions dans leur communauté, créant une opportunité de célébrer la résilience, le service et le soutien mutuel tout en inspirant également les jeunes à poursuivre leurs propres objectifs malgré tous les obstacles qu'ils pourraient affronter. Cet événement annuel devint l'une des occasions les plus attendues du calendrier communautaire, rassemblant des gens de tous milieux pour partager des histoires, reconnaître des réalisations et renforcer les liens de soutien mutuel et d'encouragement qui faisaient de leur communauté un endroit où les gens pouvaient prospérer plutôt que simplement survivre. Alors que Musa entrait dans sa 7e décennie de vie, il commença à penser plus sérieusement à l'héritage et à la planification de la succession, tant pour son entreprise que pour la fondation, comprenant que les organisations qu'il avait construites avaient besoin de pouvoir continuer leur travail efficacement même après qu'ils ne soient plus capables de fournir un leadership et une supervision quotidien. Travaillant avec Grace, Rachel et le conseil d'administration de la fondation, il développa des plans complets pour assurer la continuité du leadership et maintenir les valeurs et approches qui avaient rendu les deux organisations réussies, tout en permettant également l'innovation et l'adaptation aux circonstances et besoins changeants que les futurs leaders auraient besoin d'aborder. Rachel, qui avait terminé ses études universitaires et acquis plusieurs années d'expérience comme enseignante et administratrice éducative, exprima son intérêt à éventuellement assumer un rôle de leadership soit dans la librairie soit dans la fondation. Et Musa fut ravi de commencer à la mentorer dans les compétences et perspectives dont elle aurait besoin pour continuer son travail tout en l'encourageant également à développer sa propre vision et ses approches qui permettraient aux organisations de continuer à grandir et évoluer en réponse aux nouveaux défis et opportunités. La perspective d'avoir sa belle-fille continuer son héritage était profondément satisfaisante, car cela représentait non seulement la continuité de son travail, mais aussi l'achèvement réussi de son rôle de figure paternelle qui avait aidé à guider son développement en un adulte capable et engagé qui était prêt à assumer des responsabilités significatives au service de sa communauté. L'histoire de la transformation de Musa de mendiant sans-abri à homme d'affaires prospère, homme de famille aimant, et leader communautaire respecté devint largement connu à travers le Burkina Faso et au-delà, inspirant d'innombrables autres personnes qui faisaient face à leurs propres crises et défis à maintenir l'espoir et continuer à travailler vers de meilleures circonstances plutôt que d'abandonner dans le désespoir, tout en encourageant également des individus plus fortunés à chercher des façons dont ils pourraient aider d'autres qui luttaient, suivant l'exemple établi par l'intervention du président Ibrahim dans la vie de son ami et l'engagement subséquent de Musa à utiliser sa récupération comme une plateforme pour aider d'autres à réaliser leur propre transformation. Les effets d'ondulation de cet acte unique d'amitié et de compassion continuèrent à s'étendre année après année, alors que chaque personne qui était aidée par la fondation de Musa continuait à aider d'autres dans leur propre famille et communauté, créant un réseau toujours grandissant de soutien mutuel et d'encouragement qui démontrait la vérité profonde que les actes individuels de bonté, quand ils inspirent d'autres à des actes similaires, peuvent ultimement transformer des communautés, régions entières de façon qu'aucun programme gouvernemental ou initiative institutionnelle ne pourrait réaliser par elle-même. La progression mathématique d'influence positive qui commença avec la décision d'Ibrahim d'arrêter son cortège et d'aider un vieil ami était devenue un témoignage vivant du pouvoir de la connexion humaine et du potentiel qui existe en chaque personne de contribuer de manière significative au bien-être d'autrui, indépendamment de leurs propres circonstances ou limitations. En fin de compte, l'histoire de Musa servit comme un rappel puissant que peu importe à quel point quelqu'un pourrait tomber ou à quel point sa situation pourrait paraître désespérée, la possibilité de rédemption, de récupération, et de but renouvelé restait toujours disponible à ceux qui étaient prêts à accepter l'aide quand elle était offerte, travailler dur pour reconstruire leur vie sur des fondations solides et s'engager à utiliser leurs expériences, tant positives que négatives, au service d'autres qui faisaient face à des défis similaires et avaient besoin d'exemples de ce qui était possible quand l'espoir, la détermination et le soutien communautaire se combinaient pour créer des opportunités pour une transformation véritable et un changement positif durable.